Vous êtes sur Sud Radio et vous allez parler de la Ligue 1 avec nous sur notre antenne. La Ligue 1, plus de Mbappé, une diffusion encore nouvelle, pas d'innovation. La Ligue 1 est-elle de nouveau en danger? 3 angles que nous allons exploiter dans quelques instants. L'angle économique avec Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business, et Philippe David, journaliste Sud Radio. On évoquera aussi nos différences avec nos deux invités. Et puis, parce que la Ligue 1 est un championnat particulier. Et puis enfin, on se concentrera sur l'angle sportif avec Philippe David. Bonsoir Philippe, comment ça va? Salut Alex, salut toute l'équipe, ça va très bien, content de faire un peu de radio avec vous pendant les vacances, surtout pour parler de Ligue 1. Eh oui, montre-moi ce t-shirt là, il a l'air très sympa ce t-shirt des Barbarians, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est rugby, c'est un cadeau de ma chérie, tu vois, flair, courage, spirit, passion, c'est tout Sud Radio. Ouais. Exact. Voilà, ceci va devenir un avant-pub pour toute la saison qui arrive. Si on peut le garder vraiment, en vrai je descends en rigolant, mais si vraiment tu peux le mettre de côté, il y a pas de problème. On le passera en avant-pub rugby plusieurs fois cette saison, je le promets. Vincent, chiche, alors là sans problème. Vincent Chaudel, bonsoir, comment ça va Vincent? Bonsoir, alors, j'ai pas osé me mettre en vidéo, je suis à l'hippodrome de Deauville. Mais très bien. Très bien pour moi. Ah bah oui, on a déjà évoqué un petit peu d'ailleurs dans la matinale ce matin avec Laurence Garcia les soucis autour de la Ligue 1. On va prendre un peu plus de temps aujourd'hui pour l'évoquer avec toi, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. C'est très intéressant, t'es toujours un grand fidèle de Sud Radio et on t'en remercie. Et puis vous aussi, il faut en parler aussi avec vous au 0826 300 300. Alors ma question initiale, évidemment là aussi un petit peu provocatrice. Plus de Mbappé, une diffusion encore nouvelle, pas d'innovation. La Ligue 1 est-elle en danger? C'est vrai qu'en l'espace de 3 ans, Lionel Messi, Neymar et Mbappé ont quitté le championnat de France, sans oublier d'autres, mais Memphis Depay, Alexis Sanchez, Jérémy Doku à d'autres mesures, bien évidemment. La Ligue 1 a-t-elle perdu de l'attractivité sur ces dernières années? Et j'ai presque envie de dire, depuis l'arrivée de Mediapro, avec évidemment le flop que ça a été ces derniers mois, cet appel d'offres qui a été une sorte de chimère absolue, où on était dans l'incertitude des mois durant. Et aujourd'hui, dans cette première journée de Ligue 1, quel constat on peut faire, Vincent Chaudel? Est-ce que la Ligue 1 est en danger économiquement? Alors, il y a un vrai sujet d'un point de vue économique. Maintenant, les départs qui ont été énoncés, égrenés, c'est un vrai problème sur l'attractivité internationale du football français. C'est ça le problème, c'est-à-dire que jusqu'ici, on était le plus grand championnat à avoir des droits télé internationaux les plus faibles, 85 millions d'euros. Et on n'a pas réussi réellement à capitaliser sur la présence de ces stars mondiales pour développer notre valeur. Ça, c'est le gros problème. Maintenant, le départ de Mbappé, puisque ça fait partie des questions, sur le championnat domestique, ça change pas grand-chose. Pourquoi ça change pas grand-chose? Parce que la valeur de l'effectif du PSG aujourd'hui est de 950 millions d'euros. L'année dernière était d'1,50 milliard d'euros. Donc il y a une centaine de millions d'euros. C'est pas dramatique. Les concurrents du PSG en Ligue des Champions ont une valeur d'effectif autour du milliard. Donc ça change pas grand-chose là-dessus. En revanche, les concurrents du PSG vont avoir moins d'argent pour se renforcer. En gros, l'écart de droits télé qui arrive va faire chuter d'une dizaine de millions d'euros la dotation à chaque club. Alors quand vous êtes le PSG, moins 10 millions d'euros, c'est pas très gênant. Quand vous êtes Auxerre, Angers, pour ne citer que, mais tous les autres finalement, quand vous avez un budget à 40-50 millions d'euros, moins 10 millions d'euros, ça vous fait très mal. Et c'est ça le sujet, c'est qu'on risque d'avoir un championnat de France encore plus polarisé qu'avant. Il suffit de regarder, alors ce n'est bien évidemment que la première journée, mais Brest qualifié en Ligue des Champions, qui reçoit hier Marseille, qui ne fait pas de Coupe d'Europe, 5-1 à domicile. Ça doit nous interpeller quelque part. C'est vrai que cette chute des budgets est assez dingue. Un exemple que nous donne le journal de l'Équipe il y a quelques jours, un article dans lequel d'ailleurs tu as participé Vincent, c'est le club d'Angers qui disposait lors de sa dernière saison en Ligue 1 d'un budget autour de 45 millions d'euros. Là, pour son retour en Ligue 1, on est autour de 25 millions d'euros.
C'est-à-dire que c'est une chute vertigineuse, Philippe David. Toi qui es consommateur de football et à très grande échelle et depuis très longtemps, c'est vrai qu'on parle de départ de stars. On parle aussi de la difficulté pour bien l'amoureux de foot de regarder en fait tout simplement la Ligue 1. Chaque année, ça devient plus difficile parce qu'il y a plusieurs diffuseurs, parce que il y a des nouveaux diffuseurs, parce que le prix aussi change. Philippe David, c'est quand même difficile. Est-ce que la Ligue 1 est en danger selon toi économiquement ? Pour moi, elle est clairement en danger économiquement. Je vais prendre un chiffre. Montpellier. Je suis pas très loin de Montpellier au moment où on se parle. L'an dernier, j'ai lu ça dans Midi Libre. L'an dernier, Montpellier a touché, c'est Nicolas, le président, qui le dit, 19 millions et demi de droits télé. Il devrait s'en tirer cette année à 7 millions en espérant atteindre au maximum 10. Ça fait quand même un écart énorme. C'est une division quasiment par 3. Entre 19,5 et 7 millions, on est d'accord qu'on est sur une division par 3. Mais je crois que le péché originel, c'était l'affaire Mediapro, que moi j'ai appelé média escroc, si tu permets. Pourquoi ? Parce que quand on te promet... Tu avais quelqu'un qui finançait la Ligue 1 depuis des années, qui s'appelait Canal+. On est d'accord là-dessus. Oui. Que tu lui dis, va te faire voir, maintenant on a quelqu'un qui nous promet 1 milliard qu'on n'a jamais vu, maintenant il faut être prêt à en assumer les conséquences. Parce que pour croire que quelqu'un qui n'a pas un centime puisse te donner 1 milliard, je sais pas, mais faut être un peu inconscient, non ? Quand même. Franchement. Ah oui. Et pourtant, là, on paye encore les vagues de ce show-là ? Ah mais bien sûr, on paye cette erreur et on risque de la payer encore longtemps. Rappelle-toi, c'était Amazon Prime qui a diffusé, évidemment avec des droits beaucoup plus bas. Là maintenant, c'est DAZN, 400 millions plus 100 millions de bean. Je rappelle quand même qu'il y a quelques semaines, ils rêvaient encore d'1 milliard, les dirigeants du foot français. Et qu'on est à peine à la moitié. Mais si la Ligue 1, et on va parler du niveau sportif dans quelques instants, parce que je sais que Vincent, et comme toi et comme tout le monde ici, connaît très bien le niveau de la Ligue 1, si la Ligue 1 vaut 1 milliard, une émission avec Alexandre Priam ou Philippe David, ça vaut 500 000 euros. Au bas mot, faut être sérieux. Non mais, aujourd'hui, regarde la Ligue 1 avec le départ de Mbappé, t'as plus une star. Plus une star. Qu'est-ce que tu vas inciter des gens à acheter la Ligue 1 ? Je te prends un exemple, j'ai passé 4 jours en Espagne, là. D'accord ? Il y avait tous les peuples qui passaient évidemment la Liga, mais évidemment la première ligue qui a recommencé. Je n'ai pas vu un bar dans une station balnéaire qui passait les matchs de Ligue 1. Pas un. Pourquoi ? Parce que la Ligue 1, ça fait rêver personne. Et puis il y a beaucoup de pays où elle n'est plus diffusée en fait, tout simplement aussi. Pour parler, tiens, tu vois, des joueurs qui ont disparu de la Ligue 1, j'ai lancé une petite question sur mon Twitter personnel. Je vous donnerai tout à l'heure les réponses quand on abordera le volet sportif, parce que j'avais posé la question, quelle est la tête d'affiche, quel est le joueur tête d'affiche de la Ligue 1 après le départ de Kylian Mbappé. Et c'est peu de dire que ça a été très difficile pour beaucoup de gens de trouver des réponses, mais on en parlera plus tard. Vincent Chaudel, concernant le choix de DAZN, c'est vrai que bon, la Ligue s'est mis, le process d'attribution des droits a été moi j'estime ridicule, voire dangereux. Quand on travaille dans le business, je mets des guillemets parce que voilà, dans le business du foot et du sport, et qu'on sait manier tous ces chiffres-là, quel qualificatif tu donnes au travail de la Ligue sur l'attribution des droits ? Ah oui, déjà je souscris à ce que vient de dire Philippe, mais j'ajouterais 2 choses quand même, enfin 2 sujets. Il y a le sujet des erreurs de la Ligue, et puis il y a le sujet du supporterisme en France, qu'il faudra pas écarter, et on reviendra probablement dessus dans quelques instants. Les erreurs de la Ligue, elles remontent à loin. Je dirais peut-être même que, si on veut être un peu taquin, la première erreur, l'erreur originelle, je pense qu'elle vient de Canal+, il y a maintenant une quinzaine d'années, quand Canal+, a racheté des droits très importants et a tué TPS, et ils se retrouvaient en situation de quasi-monopole. Et pour la Ligue de football en France, il fallait continuer à développer les droits, ce que les Anglais ont réussi à faire à BSkyB. BSkyB, à chaque fois, a continué à payer plus cher, mais a eu toujours quelque chose, un produit qui avait une plus grande valeur et gagné toujours plus en abonnement. Donc, ils étaient dans un cercle vertueux. Là, ce qui est clair, c'est qu'on est rentré dans un cercle vicieux. Alors, d'abord, la Ligue a commencé à compléter les droits de Canal+ par d'autres acteurs, Orange, puis Minsport, mais c'était des acteurs en complément. Là, avec Mediapro, l'erreur stratégique qui a été faite, c'est qu'ils n'ont pas pris Mediapro en complément, mais en prime, en principal. Et un acteur qui mettait 1 milliard
enfin 800 millions, et ça faisait des droits à 1,1 milliard en partant de 0 abonné, c'était trop compliqué et ça a été le fiasco qu'on a connu. Et depuis le fiasco, il y a eu erreur sur erreur. D'abord, le milliard, c'est ce que le football français avait besoin. Le milliard, c'est ce que le marché français peut supporter. Mais il ne peut pas le supporter sans Canal+. Et la Ligue, par son président, n'a eu de cesse finalement de rentrer dans un bras de fer avec Canal. Et on voit bien que la solution DAZN comme la solution beIN, elles ne peuvent exister qu'en passant par la distribution de Canal, par exemple. Pas uniquement, mais ça passe en partie par ça. Donc c'est des erreurs stratégiques. C'est important. Sur l'appel d'offres, bien sûr, sur l'appel d'offres, la façon dont ça a été conduit, surtout dans les relations avec les diffuseurs d'une façon générale. Maintenant, je reviens sur mon deuxième point. DAZN achète les droits de la Serie A 700 millions d'euros. Là où ils achètent 400 millions d'euros, entre parenthèses, ils voulaient acheter 500 millions d'euros en décembre, la Ligue a refusé, elle a attendu juillet pour avoir 400, c'est une autre erreur. Mais bon, DAZN achète 700 en Italie, là où ils achètent 400 en France. L'Italie, c'est 58 millions de consommateurs, nous on est à 68. On peut considérer qu'on a à peu près le même pouvoir d'achat dans la population française qu'en Italie. Donc c'est pas une histoire de pouvoir d'achat. Mais si on fait une étude en Italie, on l'a partagée sur l'Observatoire du Sport Business le mois dernier, il y a 34 millions d'Italiens qui se disent vouloir suivre le championnat domestique. Nous, Français, je pense qu'on n'est pas un pays de supporters. Alors on a vu les Jeux Olympiques, les gens étaient là, très bien, mais est-ce qu'ils sont réellement là dans les stades? Je prends un exemple. La Coupe du Monde de football féminin, on a eu jusqu'à 14 millions de téléspectateurs pour France-États-Unis, génial. Beaucoup de monde dans les stades, très bien. La moyenne de spectateurs dans les stades pour le football féminin cette année, la saison passée, c'est moins de 1000 spectateurs. Donc on a un sujet de supporterisme. Et j'ai un autre élément, c'est que quand on parle des prix qui sont très élevés, et je comprends qu'on puisse le dire, ils sont plus élevés en Allemagne ou en Angleterre ou dans d'autres pays. Donc le vrai sujet aussi, c'est de savoir quelle est la valeur. Plus cher que 39 ou 29 euros par mois? Si vous allez sur l'Observatoire, j'ai partagé ce matin, 467 euros en Allemagne pour suivre le championnat allemand. La saison dernière, pour Sky plus DAZN. Bon, si vous faites 30 euros x 12, vous êtes en dessous. Mais le supporter allemand, est-ce qu'il veut payer? Est-ce que le supporter français a envie de payer ça? Visiblement aujourd'hui non. Mais si on continue, et ça c'est la responsabilité de l'écosystème, si on continue à faire la promotion de l'IPTV, ça veut dire que l'offre DAZN va tomber. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas capables de payer 400 durablement. Ok. Mais quel va être le diffuseur qui sera capable de mettre 400, 500 ou 600 après? Donc il faut qu'on soit tous dans une approche plus positive par rapport à ça. Et ma position, c'est de dire, effectivement, c'est cher pour le supporter, le fan de base, mais c'est aussi le reflet de l'économie du diffuseur. Et par contre, il y a des offres à faire, des offres jumelées. C'est ce qui se passe en Italie. DAZN et Sky travaillent en Italie avec les clubs pour faire une offre, ce qu'on appelle un bundle, une offre jumelée entre tu payes un certain montant, ça te permet d'aller au stade 2 fois par mois parce que tu es supporter de ton club qui reçoit 2 fois par mois à domicile, et les 2 autres fois, tu regardes à la télé. Ouais. Non mais il y a des choses à faire. Philippe David, quand on écoute tout ça là, qu'est-ce qui t'interpelle toi? Alors, supporterisme, chose très intéressante dite par Vincent. Mais la différence avec les autres grands championnats et la Ligue 1, c'est que les autres championnats ont des grands clubs, ce que n'a pas la France. Regarde l'Italie. Vincent parlait de la Serie A. Il y a quand même en Italie 3 clubs qui ont gagné la Coupe d'Europe des clubs champions ou la Ligue des champions, et plusieurs fois. Il y a le Milan AC, il y a l'Inter et il y a la Juve. Tu vas en Allemagne, il y a 3 clubs qui ont gagné la Coupe ou la Ligue des Champions. Il y a le Bayern Munich, il y a le Borussia Dortmund, il y a Hambourg. Un petit pays comme les Pays-Bas,
15 millions d'habitants, les Pays-Bas. Il y a 3 clubs qui ont gagné la Ligue des Champions ou la Coupe d'Europe des clubs champions. L'Ajax, le Feyenoord et le PSV Eindhoven. Un petit pays comme le Portugal, c'est pas méprisant. Il y a 2 clubs qui ont gagné la Ligue des Champions ou la Coupe des Champions. Il y a Benfica et il y a Porto. En France, depuis 1956, ça fait 70 ans, bientôt à 2 ans près, on a été capable de gagner que 2 Coupes d'Europe. Ça prouve que le football français de club est nul. Désolé, je parle cash, mais Sud Radio, parlons vrai, c'est écrit dans les studios, le foot français de club est nul. Et qu'est-ce qui sauve le foot français? C'est qu'on a à intervalles réguliers une équipe nationale qui gagne beaucoup, tout, ou qui fait rêver. Il y a eu de la génération Platini de 78 à 86. Il y a eu évidemment la génération Zidane, Deschamps, etc. de 96 à 2006. Je l'inclus dedans, même si en 2006, il y avait plus Deschamps, il y avait plus De Sailly, il y avait plus Lissarassou, peu importe. Et ensuite, la génération Griezmann, Mbappé, etc. Mais le foot français au niveau européen n'existe pas. Il y a que 2 clubs qui existent un petit peu parce qu'ils ont gagné une Coupe d'Europe. Je suis allé beaucoup de fois dans ma vie à l'étranger. Les 2 seuls maillots que tu vois, c'est l'OM éventuellement et le PSG. Beaucoup plus sûrement depuis qu'ils avaient des stars qataris, depuis l'époque qatari. Mais c'est sûr qu'acheter un maillot floqué Mbappé, Mbassi ou Neymar ou Messi, ça fait rêver de Santiago du Chili à Hong Kong et de Helsinki à Johannesburg. Maintenant, va voir qui va vendre des maillots avec le Paris Saint-Germain. Désolé, au risque de paraître peut-être un peu cash, je pense que Kolo Muani, c'est un peu moins vendeur. Ah non, mais il y a quand même pas mal de sujets d'inquiétude. Vincent Chaudel, t'as un petit pari. Alors je sais que c'est pas ton style de faire des paris, t'es là pour manier les chiffres. Mais DAZN, ça tient 1 an, 2 ans ou plus? Moi, je veux croire que ça tiendra plus. C'est l'intérêt du football français, parce que si ça tient, ça veut dire qu'ils rentrent dans leur argent et que le coup d'après, ils peuvent proposer 400 ou 500, et surtout que d'autres acteurs vont pouvoir se réintéresser au football français. Mais dans ce que vient de dire Philippe, là aussi, je souscris. Le Rémois que je suis, je voudrais quand même préciser que le Stade de Reims, ça fait 2 finales de Ligue des Champions. Enfin, 56 et 59. Et le Stade de Reims a rappelé hier, dans son attitude auprès des Lillois, à quel point c'est un immense club du football français. Je tiens à le signaler. Avec la blessure d'André Gomes. Ouais, je crois qu'il va mieux, c'est ça. Oui. Enfin bref. Il va mieux. En tout cas, magnifique image de la part du Stade Rémois, du Stade de Reims, exactement. Ouais. Et donc, juste pour rappeler, dans ce que dit Philippe, dans les grands championnats, vous avez toujours 1, 2, 3 clubs qui ont 20 ou 30 titres de champions domestiques. Nous, le PSG en a 12, je crois. Le fait est, et c'est le plus grand, le fait est, c'est qu'à chaque fois qu'on a eu des champions, ils ont toujours eu des problèmes, des dépôts de bilan. Le Stade de Reims a déposé le bilan. Les Girondins de Bordeaux ont été relégués. Saint-Étienne a déposé. Donc, on a quasiment des grands clubs par décennie, mais à chaque fois, ils tombent. Et on a Marseille, et on connaît les problèmes qu'ils ont eu, effectivement. Donc, en fait, on a un vrai problème de continuité dans nos grands clubs. Et en fait, là, on voit ce qui se passe à Bordeaux. C'est triste pour Bordeaux, mais c'est triste aussi pour le football français. Et en fait, on a quand même une difficulté à avoir un attachement régulier et important avec nos clubs. Et ça joue aussi sur les affluences. On remplit nos stades à 70%, là où les Allemands sont remplis à 90%. En Angleterre aussi. Quand vous êtes un joueur talentueux, vous voulez bien évidemment gagner très bien votre vie, on le comprend, mais vous voulez aussi avoir des émotions et venir dans des beaux stades avec des belles ambiances. C'est pas toujours ce qu'on arrive à vendre en France. Ouais, et ça, c'est un vrai problème. On va parler des spécificités de la Ligue 1, justement. Qu'est-ce qui fait que la Ligue 1 est un championnat différent? On va en parler dans quelques instants, tout en n'oubliant pas non plus le sujet économique. On se retrouve tout de suite. Sud Radio Sport, Alexandre Priam. Vous êtes sur Sud Radio et on parle de la Ligue 1, de nos inquiétudes, de nos incertitudes autour de ce championnat de France de première division de football. On est avec Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. On est avec Philippe David, journaliste au Sud Radio, avec Clément Combe, avec Marie à la réalisation et avec vous au 0826 300 300. On vient d'évoquer un angle pur économie et diffuseur. Avant d'attaquer les spécificités de la Ligue 1, c'en est presque une spécificité de la Ligue 1. On a un président de la Ligue de football
professionnel, qui a pris des décisions quand même surprenantes. C'est le mot que j'ai choisi, mais tout en me mesurant un petit peu quand même ces derniers mois, ces dernières années, en faisant rentrer par exemple le CVC, un fonds d'investissement au capital de la Ligue 1, je crois sur un contrat à vie, et lui tout en s'injectant un bonus de 2 ou 3 millions d'euros, ce qui lui a d'ailleurs valu d'être auditionné par les parlementaires, et puis tout le travail autour de l'attribution des droits qui a été, je pense, unanimement salué comme étant une belle saucisse. Philippe David, Vincent Labrune, c'est quand même, pour moi il est une spécificité de la Ligue 1, c'est-à-dire qu'il fait de la Ligue de football professionnelle française un élément surprenant et à part. Ah mais t'as cité des choses qui sont quand même pour le moins un peu bizarres, j'allais dire même un peu douteuses. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Mais une des pires choses qui existent, c'est le déni de réalité. Le déni de réalité, ça consiste à ne pas voir les réalités telles qu'elles sont. Je reviens aux milliards de la Ligue 1. Qui peut croire que la Ligue 1 puisse valoir 1 milliard? J'ai regardé. La première ligue, c'est 4 milliards. Mais la première ligue, c'est une constellation de stars. C'est des matchs magnifiques, des stades, alors toujours pleins. Même le dernier, il a un stade plein de toute façon, même s'il fait 40 ou 50 000 places. La Liga, c'est 2 milliards. Alors, avec quand même un championnat coupé en deux, le Barça, le Real, qui sont champions 90% du temps. Une fois de temps en temps, il y a l'Atlético, il y a Valence, il y a l'Athletic Bilbao. Et puis, il peut y avoir parfois de très bonnes surprises, comme Gérone, la saison dernière, qui a quand même fait un super parcours en Liga, en étant promu de Ligue 2. La Bundesliga, c'est 1,25 milliard et la Serie A, c'est 1,1 milliard. Mais c'est pour revenir, je fais le mix avec ce que disait Vincent juste avant. Mais tu regardes un match de Bundesliga, qui est finalement la moins médiatique des 4 autres, parce que Hambourg a été oublié, ils ont gagné une fois la Coupe des Champions, c'était en 83, en battant la Juve de Platini d'ailleurs. Il y a 2 clubs phares qui sont le Bayern et Dortmund. Un club comme Schalke est descendu en Ligue 2, alors que c'est quand même un club qui a gagné la Ligue Europa, ce qui est quand même pas mal, la Coupe de l'UEFA, de mémoire même, c'était encore la Coupe de l'UEFA. Ils avaient battu l'Inter Milan au tir au but avec le match retour à Milan. À l'époque, Djorkaeff joue encore à l'Inter. Mais regardez, tiens, je parlais de la Ligue des Champions. Combien de clubs français ont gagné la Ligue UEFA ou la Coupe de l'UEFA ou la Ligue Europa? C'est la tête à Toto, 0 plus 0. Et quand tu vois les matchs de Bundesliga, il y a 2 choses sur lesquelles je voudrais revenir. Tu vois le 8e contre le 14e de Bundesliga, ça se met minable. Ça court dans tous les sens. Ça tire de loin. Ça tente des choses. C'est plaisant à regarder. C'est sûr que techniquement, c'est pas le Brésil de Pelé, c'est pas la France de Platini, mais il y a du jeu, il y a de l'enjeu, il y a de l'engagement. Le nombre de matchs de Ligue 1 qui sont des purges. Mais il y en a certains, tu les regardes. Alors c'est bien, quand ils sont en début d'après-midi, tu veux commencer ta sieste. Il y en a certains, tu mets le match de Ligue 1, t'as pas besoin de mettre une musique douce pour t'endormir. Tu t'endors en regardant au bout d'un quart d'heure, ça marche bien. Le spectacle, c'est un spectacle, le football. Comme le rugby, comme tous les sports. Il faut attirer les gens. Il faut attirer le spectateur. Quand tu vois le dernier de Bundesliga, quand il va jouer à Munich, il sait qu'il peut en prendre 6 ou 7 ou 8. Mais il joue pas à 10 derrière. Combien de fois tu vois des équipes qui vont au Parc des Princes et qui sont à 10 derrière? Combien de fois? Ça n'existe pas dans d'autres championnats. Et on y revient aussi, dernière chose. Pourquoi c'est spectaculaire? Parce qu'il y a un peu de suspense. City est pas toujours champion en Angleterre. En Allemagne, c'est vrai, c'est souvent Bayern ou Dortmund, par exemple. Mais en France, le Leverkusen, c'était super rafraîchissant la saison dernière. Voilà, les Leverkusen, ça a été rafraîchissant. Mais depuis que le PSG a été racheté par les Qataris, en 2011, ça fait quand même près de 15 ans, ça fait 13 ans, il y a eu que Montpellier, Monaco et un 3e Lille qui ont été champions. Voilà, Lille qui ont été champions. Il y a eu personne d'autre. Et quand le PSG est à la fin des matchs allés à 20 points d'avance ou pas loin sur le 2e, on sait qu'au moment de la trêve des confiseurs, que l'affaire est pliée et que ça se jouera après. Mais il faut qu'il y ait du suspense, il faut qu'il y ait du spectacle. Et le drame de la Ligue 1, c'est que le spectacle est de piètre qualité.
Je voulais revenir sur l'arrivée de CVC au capital de la Ligue 1, Vincent Chaudel, parce que quelle était l'idée de base de faire venir un fonds d'investissement? On sait qu'il y a des très 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 gros moyens. C'était quoi? C'était pour rattraper les 4 autres championnats, de faire basculer la Ligue 1 dans une autre catégorie de championnat? C'était quoi l'idée de base? Et est-ce que ça peut être préjudiciable pour la suite, Vincent Chaudel? En fait, l'idée de base, c'est de dire que vous avez besoin de vous développer et vous développer notamment à l'international. Et pour ça, ça demande des investissements. Juste pour idée, on avait 85 millions d'euros de droits télé à l'international, nous, France, sachant qu'on a eu un empire colonial, donc la francophonie dans le monde est parlée énormément, mais on est quasiment 3 fois moins bankable que le football allemand, alors que l'empire allemand en termes de colonie n'a pas été tout à fait comparable au nôtre. Au-delà de la notion de colonie, c'est juste au niveau des communautés qui peuvent avoir un intérêt à regarder le football français. On n'est pas là où on devrait être. Faut garder à l'esprit que on n'avait que 4 personnes au niveau de la Ligue qui commercialisaient la Ligue 1 à l'international. Là où les Espagnols, qui vendaient 11 fois mieux que nous leur championnat à l'international, avaient salarié 50 personnes dans le monde qui commercialisaient la Liga. C'est-à-dire que à Paris, il y a une personne qui représente la Liga et qui fait du commerce pour la Liga en France. On n'a pas ça. Et donc, faire venir un fonds d'investissement, c'est aussi se doter des moyens pour se développer. Oui, mais le fonds d'investissement est arrivé essentiellement en partie pour éponger les dettes des clubs à l'issue de la période Covid. Donc c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui l'argent investi par CVC aurait dû permettre de se développer et il a plutôt tendance à combler des trous et donc ça va poser des problèmes sur la durée. Maintenant, ça ressemble à un mirage un petit peu pour les clubs. Non, c'est l'argent qu'ils en font. Si vous empruntez pour acheter votre maison, c'est bien. Si vous empruntez pour rembourser votre crédit, ça pose un problème. Voilà, exactement. Donc, c'est ça le sujet. C'est le problème, c'est qu'est-ce que vous avez à la fin. C'est pas de la faute de CVC là. Si on arrive sur ce sujet-là, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'argent. Mais en fait, si on va au bout, peut-être que la situation que l'on vit est peut-être un mal pour un bien. Parce que très longtemps, le football français, et encore aujourd'hui, a été télédépendant et n'a pas assez travaillé son public. Je fais pas le procès des dirigeants d'aujourd'hui, c'est peut-être sur les 50 dernières années, donc c'est pas nécessairement ceux d'aujourd'hui, mais le fait est, c'est qu'on a très peu développé notre public. Si on avait voulu développer notre public, eh bien peut-être qu'on aurait proposé un produit, un spectacle plus attrayant, avec plus de buts, plus de jeux, ce qu'évoquait Philippe, et je le rejoins tout à fait là-dessus. Mais en gros, Philippe disait 4 milliards pour les droits télé anglais, la valeur des effectifs anglais est de 11,7. 1,5 milliard en Allemagne, la valeur du football allemand des effectifs est de 4,5 milliards. En gros, c'est un tiers de la valeur des effectifs. Nous, on est à 3 milliards 500, donc on devrait être autour du milliard. C'est pas nécessairement, le marché français encore peut le valoir, mais qu'est-ce qu'on a fait pour que les diffuseurs aient vraiment envie de le faire? Il y a une situation de marché et un conflit qui fait que ça pose problème, mais aussi le fait qu'on n'a pas nécessairement travaillé ce public-là, parce que finalement, quand dans un club, vous avez 70% de votre chiffre d'affaires qui vient des droits télé, est-ce que vous allez vraiment vous défoncer pour récupérer un peu plus en sponsoring et en billetterie? À partir du moment où vous allez tomber à 40% ou moins de 50% en tout cas, vous allez faire en sorte de développer votre billetterie. Moi, j'ai fait ma thèse au Canada. Au Canada, dans les franchises que j'ai vues, il y avait 2 directeurs. Il y avait le directeur du sportif qui devait gagner le plus de matchs possible. Puis il y avait le directeur commercial où on lui a dit, en gros, il y a 30 matchs, on veut que ce soit 30 sold out. On veut que 30 fois le stade ou l'aréna soit rempli 100%. Eh ben, c'est intéressant d'avoir cette approche-là. Qu'est-ce que l'on fait réellement? Quels moyens on met en place pour remplir nos stades? Parce que si nos stades sont remplis, ça donnera plus envie aux partenaires d'être là et de soutenir.
Mais je voudrais intervenir rapidement. Si tu permets, moi, je voudrais poser 2 questions à Vincent qui connaît absolument tout. Lui, tu lui demandes le budget de tel club de NBA ou de NHL. Là, comme il parlait du Canada, il va te le dire à la seconde avec le salaire de tel hockeyeur ou de tel basketteur. On nous a dit, quand on a eu l'Euro 2016 et la Coupe du Monde 98, je reviens un peu en arrière, que ça permettrait de moderniser les stades et que ça permettrait de faire venir plus de monde. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a eu des conséquences positives ou pas? On a quand même organisé en 18 ans les 2 plus grandes compétitions footballistiques du monde. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour le rendre encore plus attractif, bankable? Qu'est-ce qu'il faudrait faire, Vincent? Alors, sur la première question, on a loupé 98. 98, on a investi 650 millions d'euros dans les stades, dont les 2 tiers dans le Stade de France. Et donc, on s'est loupé. Voilà. Les Allemands ont investi 1,3 milliard, c'est-à-dire 2 fois plus que nous, dans 12 clubs de Bundesliga. Et donc, tous les clubs ont disposé d'un outil de nouvelle génération. Alors, si on a loupé 98, on a réussi 2016. L'après 2016 fait qu'on a un stade neuf à Lille, on a un stade neuf à Nice, on en a un stade neuf à Bordeaux, on a un stade qui a été retoiletté à Saint-Étienne. Voilà. On a amélioré nos stades et c'est très bien si. Le problème, c'est que Bordeaux, en fait, la France était un pays paradoxal, 68 millions d'habitants, d'accord, mais on a un 5e qui se trouve en Île-de-France et on a un seul club. Donc, si on voulait mécaniquement, je parle juste, si je regarde les chiffres, il faudrait 2 ou 3 clubs à Paris. Et ça, on n'a pas. Et il faudrait des grandes agglomérations présentes en Ligue 1. Grenoble, c'est une grande agglomération, pas là en Ligue 1. Bordeaux, je le redis, mais les Bordeaux en National 2, c'est terrible pour les Bordelais, et c'est pas vraiment une bonne nouvelle pour le football français. Donc, on a des places fortes ou des places qui devraient être fortes qui ne sont pas au rendez-vous. Et puis, on a eu trop d'ascension et relégation ou trop de montagnes russes dans nos clubs. Marseille qui fait pas la Coupe d'Europe, c'est une anomalie. Donc, voilà, on a ce genre de sujet à traiter. Une dernière question sur les spécificités de la Ligue 1 et nos différences, Vincent Chaudel. Moi j'ai été ébahi quand même par ce qui nous a révélé l'équipe il y a 4 jours maintenant. La sonorisation des arbitres en Ligue 1 a été repoussée et il n'y aura pas de VAR en Ligue 2 cette saison. Le contexte économique et l'attribution des droits ne permet pas, par exemple, à la Ligue 2 de disposer de la VAR. C'est trop coûteux. Le Conseil, connaissance prise des avis des collèges de Ligue 1 et de Ligue 2, décide à l'unanimité de reporter l'application du VAR en Ligue 2 dans un souci de maîtrise des coûts. Alors ça quand même, moi je trouve que ça fait mal parce que le championnat de France pouvait avoir une spécificité en allant mettre bien la vidéo dans la Ligue 2. Et puis enfin, et ça vraiment, je l'attends depuis très très longtemps. Vous le savez, sur Sud Radio, on est des amoureux de rugby. Et la sonorisation des arbitres est très très importante dans le rugby. Génial. Elle doit être très très importante dans le football aussi. Et là aussi, alors il y a à la fois des soucis techniques et des soucis économiques, mais de toute façon les soucis techniques viennent aussi des soucis économiques, et tous les stades ne sont pas équipés pour pouvoir permettre la sonorisation des matchs de Ligue 1, et ça sera au mieux pour la phase retour. Là aussi, on a perdu l'occasion de surfer sur une spécificité et de créer de l'attente chez le téléspectateur, Vincent Chaudel, et pas seulement chez le spectateur aussi, parce que l'idée c'est que l'arbitre explique ses décisions dans les haut-parleurs du stade. Comme lors des JO. Mais en fait, là, il va falloir qu'on se penche aussi, il faudrait qu'on se penche sur le fonctionnement de la Ligue et des décisions de la Ligue. Ça, parce que, ça, quand tu veux. Parce que là, on parle ça ressemble à des économies de bout de chandelle, alors que ça pouvait créer de la valeur pour les spectateurs, les téléspectateurs, alors qu'on pourrait se pencher sur l'investissement qui a été fait dans le nouveau siège de la Ligue. Ce qui a coûté peut-être un peu plus que la sonorisation des arbitres. Donc, qu'est-ce que l'on veut? Et je reviens sur le point de départ, on n'a pas travaillé le public. Ce qui devrait être une obsession, et ce qui est le cas chez les Nord-Américains, vous êtes très rugby, Philippe aussi l'est, et je vais juste dire quelque chose qui peut choquer les amoureux de rugby, mais si vous êtes américain, imaginez un Américain qui arrive en France et qui se penche au sujet du rugby. Le Sud-Ouest
est la région la moins peuplée, entre guillemets, en temps normal en France, sauf l'été. Et c'est la terre du rugby. Et le seul moment où on joue pas au rugby, c'est l'été. Et le seul moment où il faudrait pour un Américain jouer au rugby, c'est l'été, puisque c'est là où vous avez plein de spectateurs potentiels. Donc les Américains sont concentrés sur une chose: quel est le meilleur moment pour que je puisse remplir mon stade ou mon aréna l'hiver. Pour ça que la NBA ne se joue pas l'été, par exemple. Exactement, tout simplement. C'est aussi simple que ça. On a du mal à comprendre ce genre de choses. Exactement. Non, mais je suis Merci Vincent d'avoir été avec nous. Oui, Philippe, je peux poser une question à Vincent encore ou pas? Ouais, on est en retard comme il faut là. Ah bon, j'arrête. Ah ouais, la question, on dit depuis des années que la Ligue 1 permet à la Ligue 2 de vivre. Est-ce que la Ligue 2 va être mise en danger par les problèmes financiers de la Ligue 1? Mécaniquement, oui. C'est-à-dire que la valeur des droits télé de la Ligue 2, c'est à peu près 25 millions d'euros, et la Ligue 2, après, elle récupère 100 millions d'euros de la Ligue 1. Et si la Ligue 1 n'est plus capable de passer 100 millions d'euros, qu'est-ce qui va se passer? Mais en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va arrêter de surpayer certains joueurs. Alors, ça va grincer des dents, mais la réalité des choses, c'est qu'aujourd'hui, on a les salaires en Ligue 2 peut-être les plus élevés d'Europe. Sauf que, moi, je crois pas qu'il y ait de Coupe d'Europe de Ligue 2 dans le football. Donc pourquoi on surpaye des joueurs de Ligue 2? Moi, je pense qu'il faudrait arrêter d'avoir cette solidarité de droit télé de la Ligue 1 vers les Ligue 2, mais qui est plutôt une solidarité de la Ligue 1 vers la Ligue 2 en prêtant des joueurs, des jeunes joueurs de talent. Vaut mieux que la Ligue 2 soit ce qu'on appelle une ligue de développement et qu'elle donne du temps de jeu à des jeunes joueurs pour se développer, plutôt que de lui donner de l'argent pour créer de l'inflation au niveau des salaires. Merci Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business, d'avoir été avec nous pour évoquer la Ligue 1 en longueur. Et puis bonne course du côté de Deauville. Philippe, tu restes avec nous? On va parler de sport en Ligue 1 parce qu'il y a aussi le niveau sportif qui va quand même être très très important à aborder. Et là pour le coup on a de l'inquiétude. À tout de suite. Sud Radio Sport, Alexandre Priam. Vous êtes sur Sud Radio, on parle de la Ligue 1 avec Philippe David, avec vous 0826 300 300 avec Clément Combe, avec 3 matchs en cours et un résultat aussi aujourd'hui dans ce dimanche et cette première journée de Ligue 1. La victoire d'Auxerre en tout début d'après-midi, c'était à 15h, 2-1 grâce à un but tardif à la 95e minute de Lasso Koulibaly. Actuellement, il y a 3 matchs à 17h, c'est la mi-temps sur quasiment tous les terrains. 0-0 entre Toulouse et Nantes, 0-0 aussi entre Montpellier et Strasbourg. Et 1-0, c'est bientôt la mi-temps sur ce terrain, but de Wesley Saïd à la 28e minute. Merci beaucoup Clément. On part évidemment vers le sportif avec Philippe David. Plus de Mbappé, une diffusion encore nouvelle, pas d'innovation, la Ligue 1 est-elle en danger? Et c'est vrai que je le disais, en l'espace de 3 ans, Lionel Messi, Neymar, Mbappé ont quitté le championnat de France, sans oublier Depay, Sanchez, Doku et puis bien d'autres. Le niveau de la Ligue 1 baisse-t-il, Philippe David? Ah c'est évident. Déjà, quand on perd les stars, on perd les locomotives. Alors, je voudrais quand même rassurer un peu tout le monde. Les années où Neymar a été au Paris Saint-Germain, il s'est beaucoup plus illustré sur les dance floors que sur les pelouses. Donc, on peut dire que son départ n'a pas eu une conséquence gigantesque sur la chute du niveau de la Ligue 1. Quand il arrive à Paris, son niveau... Oui. Il est stellaire. Il vaut 223 millions d'euros, la presse du monde entier en parle, etc. Mais bon, si la Ligue 1 vaut 1 milliard, j'ai fait une comparaison tout à l'heure, on a quand même une certitude, c'est que Neymar, ne valait absolument pas 223 millions d'euros. Messi, il est arrivé, il était quand même en grande fin de carrière. Mais aujourd'hui, un des principaux problèmes, c'est qu'il n'y a plus de stars dans la Ligue 1. Tu as mis un sondage sur ton Twitter, Alex, j'ai répondu personne. Moi aujourd'hui, je ne vois pas. La question de mon sondage, sur ma chaîne, sur mon compte personnel, bien évidemment, était la suivante. C'était quelle est la tête d'affiche, quel est le joueur tête d'affiche de la Ligue 1 après le départ de Kylian Mbappé? Alors j'ai Ludovic Depeau qui nous dit très compliqué à dire, peut-être Barcola pour le potentiel. Arthur, ancien de Sud Radio, qui nous dit j'aurais dit Aubameyang s'il était resté, mais aujourd'hui je dirais Lacazette. À date, il n'y en a malheureusement pas, nous dit Olivier de Houille. Tanguy nous dit Greenwood est à double sens, d'un côté le potentiel et d'un côté son affaire extra sportive aussi. On a Mingo qui nous dit Vincent Sierro. Il y a quelqu'un qui nous dit Dembélé, Barcola, Marquinhos, Hakimi, et toi tu nous dis personne. À personne. Mais on prend, l'équipe de France. Combien de joueurs de l'équipe de France jouent encore en Ligue 1 lors du dernier Euro? Aucun, ou presque.
L'Espagne, championne. D'ailleurs, championne avec 2 Français en défense centrale, ce qui est quand même amusant. Combien jouent en Ligue 1? Ah oui, il y en a qui jouent au PSG, ça c'est vrai, mais ils sont pas toujours titulaires. Combien d'Italiens, d'internationaux italiens, l'Italie c'est une grande équipe, brésiliens, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus de stars dans la Ligue 1. Ce qui est désolant, rappelle-toi quand le PSG a été racheté et Monaco a été racheté, il y a une petite quinzaine d'années, au tout début des années 2010. Rappelle-toi cet été béni où était arrivé Edinson Cavani, un des meilleurs attaquants du monde. Radamel Falcao, un des meilleurs attaquants du monde. Zlatan Ibrahimovic, un des meilleurs attaquants du monde. Thiago Silva au PSG. Enfin, il y avait eu une razzia qui avait été faite par le PSG et Monaco qui laissait rêveur quand même. Aujourd'hui, mais même dans des clubs historiques comme Marseille ou Monaco, il n'y a pas une seule grande star. On va regarder les choses cash. Il n'y a plus une seule grande star. Et ça, c'est quelque chose qui se paye. Et j'ai peur qu'on le paye très cher en Coupe d'Europe. Parce que regardons un peu les clubs qualifiés en Ligue des Champions. Hein. Allons-y. Il y a le PSG. Qui n'est plus alors sauf parce que eux ils ont pas de problème de droit télé. Le PSG, tu vends quelques milliards de mètres cubes de gaz et le Qatar t'achète le joueur que tu veux. Ça c'est quand même une chose qui est quand même un plus quand on est patron de club. Le PSG, s'ils ont un groupe très compliqué avec leur nouvel effectif, alors à moins que la mayonnaise prenne super bien, que Kolo Muani se mette à marquer des buts, que Barcola explose et devienne le nouveau Mbappé, mais ça fait beaucoup de conditions. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi pas? Par contre, si la mayonnaise prend pas et qu'ils ont un groupe compliqué, alors ils sont en chapeau 1 comme ils sont champions de France, mais tu te prends dans le chapeau 2 un club qui peut y être potentiellement, qui les a sortis en demi-finale l'an dernier, le Borussia Dortmund par exemple, ou tu te prends l'Inter Milan s'il est dans le deuxième chapeau, tu peux prendre quand même des gros morceaux, ok? Des très gros. Non, l'Inter a été champion d'Italie, je crois, donc tu peux pas prendre l'Inter. Mais tu peux prendre des très gros morceaux. C'est pas garanti de passer les poules. Comme tu vois, Brest, qui contre Marseille, qui ne joue pas la Coupe d'Europe, commence par un 5-1 à domicile contre l'OM. J'imagine le résultat si tu te prends le Real à Bernabéu. Ça te fait pas peur? Et après reste Monaco qui peut arriver à peut-être s'en sortir, mais on va vers une Ligue des Champions où peut-être, je ne le souhaite pas, bien évidemment, tu sais à quel point je supporte les clubs français, certains me reprochent d'ailleurs à Sud Radio de supporter tous les clubs français, y compris l'OL et Saint-Étienne. Jean-Marie Bordry, si tu nous écoutes, c'est pour toi. Quentin Cabanis aussi, hein, t'inquiète. Et Quentin Cabanis aussi, ouais. Là, oui, mais lui, c'est sur l'OM, c'est autre chose, il y a une rivalité, c'est pour ça. T'as bien fait de rappeler, c'est les deux, là, qu'on embrasse. J'ai très peur que, à la fin de l'automne, on ait peut-être 0 club français en 8e de finale de Ligue des Champions. Ça fait partie des hypothèses qui sont pas plausibles, mais qu'il faut être capable de regarder en face. Mais comme je le dis, je le répète, il n'y a pas pire que le déni de réalité. Il faut regarder vraiment le niveau du foot français. Et le niveau du foot français, c'est très moyen. Et si tu permets de te faire une remarque qui va te faire marrer, c'est si on a aucun club, juste le PSG qui passe difficilement, là, quand tu vas parler de droit télé, le type à qui tu vas demander de l'argent, il va te répondre quoi? Il va te répondre, je donne pas la Ligue 1 et les dièses. Voilà. Non, alors, faut vous le sachiez, il n'a pas le droit de dire le mot gaze. Sinon, il doit mettre de l'argent dans la boîte à gaz. D'ailleurs, argent qu'on a perdu, on ne sait pas où c'est. Donc voilà, ça nous fait très peur parce il avait quand même beaucoup cotisé. Clément, sportivement, la Ligue 1, elle t'inquiète? Il nous reste 1 minute. Elle m'inquiète. On dit depuis tout à l'heure qu'il n'y a pas de stars en Ligue 1, mais les stars, ça se crée aussi. Et je pense que c'est ce qui est à retenir pour DAZN, pour le championnat de France en lui-même, c'est que si DAZN veut... Je suis désolé, il n'y avait pas un meilleur média que Canal+ pour créer des stars et pour amener de l'exposition sur les joueurs. On est bien d'accord. Mais un feuilleton, ça s'écrit, ça se crée. Et des stars comme Barcola ou comme dans d'autres clubs, des histoires de clubs, ça se raconte et ça se crée aussi. Et la Ligue 1 va devoir passer par là parce qu'elle n'a pas d'autres possibilités et parce qu'elle n'arrive pas à attirer les stars tout simplement depuis plusieurs années. Donc ça passera par là, créer des stars.
Créer des stars, ouais, c'est un sujet très important. Et puis tiens, une petite info qui vient de tomber hors foot. Gershon Yabusele, qui nous a ébloui durant le tournoi olympique, serait en très sérieuse discussion avec les Philadelphia 76ers. Il nous annonce Shams Charania, très bien informé dans le monde de la NBA. Son retour en NBA en tout cas approche à grands pas pour Gershon Yabusele, qui mérite de jouer dans cette ligue où il sera un élément très fort. Merci Philippe d'avoir été avec nous. Merci à vous, Clément. les gars. Merci à Marie. Et puis merci tout le monde. Merci à Marie aussi. Très belle semaine de sport sur Sud Radio et avec toute l'équipe, et on a hâte d'avoir le retour de la Pro D2 et du Top 14 dans un instant sur Sud Radio. On va parler d'Alain Delon à partir de 18h. À tout de suite.